Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo compilation de threads horreur. Alors, je suis honnête avec vous, normalement, c'est pas la vidéo qui était prévue pour aujourd'hui. Mais je décide de prendre du temps pour faire quelque chose d'autre qui arrivera sur la chaîne très prochainement. Et il faut aussi savoir qu'avant d'être youtubeur, eh bien on est humain. Et des fois, t'as pas envie de tourner, t'as mal à la tête, bref, il y a d'autres choses. J'ai pas envie de vous tourner une vidéo histoire de dire ah bah tenez, je vous ai tourné une vidéo. Donc je préfère prendre ce temps, bosser sur autre chose et là je vous donne le meilleur de ce qui s'est passé sur la chaîne. Vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir des threads que j'ai racontés il y a de ça plusieurs mois. Je vous laisse avec cette compilation de threads horreur, j'espère qu'elle vous plaira. Si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. Si jamais t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire en activant la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, prends ta meilleure boisson rafraîchissante et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Tristan. Il a 18 ans, c'est un grand garçon, mais quand ça s'est produit, il en avait 15. Et à cette époque-là, il est en classe de seconde et surtout, il est à l'internat. Donc toute la semaine, il reste au lycée et le week-end, il rentre chez lui. Et Tristan, il a un camarade de classe qui s'appelle Noam avec qui il a fait les 400 coups. Bon, petite chose à savoir, c'est qu'ils ont un couvre-feu à 21h30. Donc il faut absolument qu'à 21h30, tu sois rentré dans ta chambre. Et vous sentez le truc venir, Tristan et Noam, ils ont pris l'habitude de sortir après 21h30. Ils se baladent dans le lycée et ça les fait bien marrer. Et très souvent, ils tombent sur d'autres groupes d'ados qui font en fait pareil. Tristan, il nous dit qu'il s'éclate bien le soir et que ça lui fait penser à une deuxième famille. Bref, un soir alors qu'il est minuit passé, Tristan et Noam décident de rentrer après une balade nocturne. Leur chambre se situe alors au 4e étage d'un bâtiment. Les deux garçons montent les marches jusqu'à arriver au 4e étage. Et ils peuvent alors apercevoir une silhouette au fond du couloir. Il faut savoir que dans ce bâtiment, il n'y a que 2 escaliers, un à chaque extrémité. Et cette silhouette a donc pris les escaliers opposés. Les deux garçons ils se disent que c'est chelou mais c'est sûrement un mec comme eux qui est en train de retourner dans sa chambre. Les garçons sont maintenant en train d'avancer dans le couloir pour retourner à leur chambre quand ils peuvent voir que la silhouette a au final remonté les escaliers. Et ils vont remarquer d'ailleurs que c'est la silhouette d'un homme qui est très grand. Tristan et Noam restent bloqués sur la silhouette, ils vont se mettre à la fixer. Et cette silhouette va faire de même. Puis d'un coup l'homme va dire d'une voix grave qu'ils ne reconnaissent pas du tout: qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Là, le sang de Tristan se glace. Il comprend directement que cette personne n'est pas un surveillant et ni un pensionnaire et que techniquement il a rien à faire du tout ici. Son copain Noam va alors décider de jouer les gros bras et dire: toi tu fous quoi ici? Un silence va s'installer avant que l'homme réponde: moi? Je vous cherchais. Juste après avoir dit ça, l'homme se met à courir dans leur direction. À partir de ce moment-là, ils ont plus ou moins vu son visage. Surtout, une particularité de celui-ci, c'est qu'il a un très grand sourire. Et au passage, il peut apercevoir que l'homme sort quelque chose de sa poche. Très probablement un couteau. Les deux garçons, ils ont pas réfléchi longtemps, ils se sont retournés et ils ont couru. Les deux garçons, ils ont descendu les escaliers et ils ont entendu l'homme dire: revenez ici! Tristan et Noam sont alors sortis du bâtiment pour se réfugier dans un autre. Ils sont montés au 3e étage du bâtiment et ils se sont cachés dans les toilettes. À partir de ce moment-là, ils se disent qu'ils sont totalement coincés, puisqu'en même temps, ils peuvent entendre que cet homme est arrivé au 3e étage et que maintenant, d'une seconde à l'autre, il peut rentrer dans les toilettes. Là, Tristan, il a une petite idée de génie. Dans ce genre de bâtiment, il y a un double plafond et il décide donc d'aller se cacher dans le faux plafond. Les deux garçons ont réussi à s'y cacher. Les deux garçons ont remis le faux placo, ils ont juste laissé une petite fente, histoire de voir ce qui se passait dans les toilettes. Et bingo, quelques secondes après, ils peuvent voir l'homme rentrer dans les toilettes. Et il a l'air vraiment fou. Il se met à marmonner des trucs inaudibles. Puis l'homme, ne voyant pas les deux garçons, décide de partir des toilettes. Les deux garçons soufflent un petit peu et ils se sentent rassurés. Sauf qu'à ce moment-là, ils ont pas de téléphone sur eux. Ils sont seuls et un fou se balade dans le lycée. 2 options se présentent alors à eux. Soit ils dorment dans le plafond jusqu'au lendemain en attendant qu'il y ait du monde, soit ils sortent du plafond et ils courent pour rentrer dans leur chambre. Tout ça en
priant très fort pour ne pas tomber sur ce gros malade. Et les deux garçons ont alors choisi l'option 2. Et heureusement pour eux, ils n'ont pas recroisé cet homme. Le lendemain, ils ont alerté le proviseur qui lui a alerté la police. Et les policiers sont venus patrouiller plusieurs fois pendant quelques semaines. Quand un soir, la patrouille est tombée sur cet homme et ils l'ont arrêté. Ils ont appris par la suite que cet homme était déjà connu des services de police et que c'était clairement son truc qui traînait souvent dans les lycées la nuit. Et il nous a mis un petit message de fin que je vais vous lire parce que c'était marrant. Ne vous retrouvez jamais seul et sans téléphone la nuit car vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Un mec bizarre, un mec armé, un mec complètement fou. Et ça peut être très grave, sauf si vous êtes Bruce Lee. Voilà, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Alors pour cette troisième histoire, je vais vous la faire en POV puisque je vais vous la lire mais textuellement comme elle m'a été envoyée. J'étais à fond dans l'histoire de A à Z, du coup je me dis que ce sera pareil pour vous. Allez, on commence de suite. Salut Delcor, je tiens tout d'abord à te féliciter pour ta chaîne. J'espère qu'elle grandira car tu le mérites amplement. Et avec ton petit pote, vous êtes adorable. Et bah tout ça c'est très gentil, merci à toi. J'en viens au vif du sujet. Il m'est arrivé pas mal de choses plus ou moins cheloues dans ma vie de femme. Mais ce qui m'est arrivé ce jour-là a changé toute ma vie. Je m'appelle Izzy, j'ai 32 ans et je vis en Ariège. Il y a 5 ans, je descendais du bus pour rentrer chez moi en fin de journée. Quand tout d'un coup, je vois un grand chien noir foncer sur moi. Il faut savoir que je vis dans un tout petit village de campagne et qu'on se connaît tous. Et que nous connaissons même nos animaux respectifs. Donc je ne comprends pas d'où peut venir ce chien. Je lui parle un peu et je lui fais quelques caresses, pensant qu'il appartient sans doute à quelqu'un et je continue mon chemin. Mais le chien ne veut pas me lâcher. Il me suit jusqu'à chez moi et il essaye même de rentrer. Je remarque comme une attitude protectrice envers moi et ça m'étonne un petit peu. Toujours persuadé qu'il appartient à quelqu'un, je le laisse dehors vraiment à contre-cœur et il se met à donner de grands coups de tête dans ma porte pour rentrer. Je ressors 10 minutes après pour aller chercher ma fille de 8 ans au bus qui revient de l'école et le chien me suit. Lorsque le bus arrive, il se précipite directement sur ma fille alors qu'il y avait bien une quinzaine d'élèves qui descendaient de l'autocar. Il se montre également très protecteur envers elle aussi. Il nous suit à nouveau jusqu'à la maison et à nouveau je le laisse dehors car je ne voulais pas m'attirer d'ennui au cas où il appartiendrait à quelqu'un qui serait en train de le chercher. Mais une heure après, il continue à donner de grands coups dans ma porte et j'ai fini par appeler la gendarmerie pour voir s'il était possible de retrouver son propriétaire. Les gendarmes ont noté que c'était un dog allemand, qu'il était ni tatoué, ni pucé et qu'il avait même pas de collier, rien. En gros, il avait sans doute été abandonné, mais pas de trace d'un éventuel propriétaire. Les gendarmes s'apprêtaient à l'emmener sans trop savoir quoi faire de lui. Et j'ai dit, peiné de voir ce chien abandonné et trop savoir ce qu'il allait devenir, ne vous embêtez pas, je vais le garder. Étonnés, ils sont repartis et me voilà avec un grand et nouveau compagnon. Tout se passe bien, il est adorable avec mes chats et mes enfants. Il me réclame beaucoup de caresses et d'attention que je lui donne volontiers. Nous mangeons et allons tous nous coucher. Quand au milieu de la nuit, j'entends une des portes de la maison se faire défoncer. Je monte au deuxième étage sur un balcon à l'arrière de la maison où je peux voir sans être vu pour voir ce qui se passe. Et je vois mon ex-mari et 2 de ses amis en train de fracasser une des portes arrière. Celui qui est désormais mon chien adoré et qui était d'un calme olympien jusque-là se met à devenir féroce, à taper comme un fou sur la porte en haut de l'escalier en grognant et montrant les dents pour descendre à la porte d'entrée qui est hélas en train de céder. Prise de panique et ayant peur pour mes enfants, tant pis, j'ouvre au chien qui se précipite sur les intrus tous armés de couteaux et de marteaux. Il ne leur a pas fait de mal mais il a été assez agressif dans son comportement pour les faire fuir sur le champ. J'étais divorcé depuis 2 ans et après une année de harcèlement, de violence et de menaces de mort de la part de mon ex-mari, j'avais déménagé à l'autre bout de la France pour y acheter une maison à la campagne dans un endroit assez isolé. Et après un peu plus d'1 an de tranquillité, je ne m'attendais pas du tout à ce que mon ex-mari me retrouve. Ce qui est sûr, c'est que si mon chien, toujours aujourd'hui, fidèle et défenseur compagnon, n'avait pas été là, je ne serais sans doute plus là pour raconter cette histoire. Car mon ex-mari voulait ma mort et il me l'avait toujours clairement dit. Et il venait me tuer avec mes enfants comme il me l'avait promis. Je ne sais pas qui ou quoi a mis ce chien que j'ai appelé Angel sur mon chemin ce jour-là, mais il a clairement sauvé la vie de mes 2 enfants et la mienne. Je suis sûr d'une chose en tout cas, c'est que ce chien n'était pas là par hasard, car il aurait pu suivre n'importe qui, aller vers n'importe quel enfant ou parent qui se trouvait à attendre le bus. Je sais aussi qu'il y a un lien qui s'est créé immédiatement entre nous, parce qu'il voulait pas partir et que j'ai pas pu le laisser partir non plus. Et c'est ainsi que se termine cette troisième histoire.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Clara et elle se déroule en deux parties. Dans la première partie de l'histoire, Clara a 13 ans et elle habite dans une petite ville dans le nord de la France. Clara nous dit qu'elle fait plus vieille que son âge et qu'au niveau des formes, elle est plutôt bien avancée. Un soir, vers 21h30, sa mère lui demande si elle peut aller chercher des œufs. Il faut savoir que la petite épicerie du coin ferme vers 22h. Clara dit à sa mère que c'est ok pour elle, y a pas de souci, elle prend juste ses écouteurs et elle s'en va. Clara marche dans la rue en écoutant sa musique. Sur le chemin, elle rencontre des personnes qu'elle connaît. Elle leur dit bonjour et ils discutent un petit peu. Après la discussion, elle se remet en marche vers l'épicerie. Elle y arrive, elle rentre dans la boutique et prend ses petits œufs. En sortant du magasin, tout se passe bien. Elle est sur le chemin du retour et elle voit qu'il y a deux voitures qui la suivent. La première est rouge et la seconde est verte. L'une des voitures s'arrête à côté d'elle et le conducteur baisse sa vitre pour demander à Clara où est la pizzeria de la ville. Clara lui indique donc le chemin et pendant la discussion, elle peut voir qu'il y a aussi une femme dans la voiture. Mais au final, elle y fait pas plus attention que ça et elle rentre chez elle. 2 semaines plus tard, Clara est de nouveau envoyée par sa mère pour aller chercher un truc à l'épicerie. Proche de l'épicerie, elle peut voir la femme de l'autre jour. Elle lui fait un petit signe de tête en mode salut. Elle rentre dans l'épicerie, elle achète ce qu'elle doit acheter et quand elle sort de la boutique, la femme vient lui parler et elle lui dit tu veux bosser? Clara sur le moment elle comprend pas trop ce qu'elle lui dit et elle lui dit que non, elle est à l'école. La femme lui dit donc tu vends ton corps pour moi et je te donne 100 € par nuit. Clara l'a regardé dans les yeux et lui a dit que non, elle veut pas et elle se met à courir puisqu'elle a vu que l'homme de l'autre jour était sorti de la voiture et commençait à lui courir après. Heureusement, Clara elle a un ami qui habite pas très loin et elle a décidé d'aller se cacher dans son jardin. Peu de temps après, elle a toqué chez lui pour rentrer et elle a expliqué à la mère de ce garçon 20 minutes après ce qui s'était passé. Ils ont tous décidé d'appeler la police, mais ça n'a rien donné de tous les côtés. Ça, c'était la première partie de l'histoire. L'autre partie de l'histoire, je vais vous la raconter. Et Clara nous dit qu'elle ne sait pas si ça a un rapport avec la première partie, mais vous allez très vite comprendre. Nous revoilà avec Clara et elle a maintenant 17 ans. Il est 18h et à cette période de l'année, il fait nuit car on est en hiver. Elle est avec beaucoup d'amis masculins et féminins et elle habite toujours dans la même petite ville. Tous les jeunes de sa ville se sont rassemblés ce soir-là. Ils ont traîné pendant presque toute la nuit. Et elle nous dit qu'il faisait très froid ce soir-là. Elle précise que cette nuit-là, elle a pas bu mais elle a fumé un petit peu. Comme il fait très froid, il y a un de ses amis qui lui propose gentiment son manteau. Et elle décide de rentrer chez elle. Les garçons de son groupe veulent la raccompagner mais Clara, elle décide de refuser. Puisque chez elle, elle a 2 grands frères. Et ils sont pas forcément d'accord qu'elle soit avec des garçons. Et surtout, ses frères pensaient tout simplement qu'elle était en train de faire une soirée pyjama chez une de ses copines. Donc elle commence à partir seule. Elle se retrouve devant le collège de sa ville qui se situe à peu près 10 minutes de chez elle. Quand elle passe devant l'église de chez elle, elle voit un groupe de personnes âgées entre 25 et 30 ans. Clara les regarde sans trop prêter attention quand elle entend une femme l'appeler. La femme lui dit qu'elle n'a plus de briquet et elle demande à Clara si elle peut lui prêter le sien. Clara lui passe gentiment, elle allume sa cigarette et elle lui souhaite une bonne soirée. À ce moment-là, Clara, elle voit rien de bizarre à tout ça, mais elle remarque que c'est la seule fille de tout le groupe et elle peut remarquer que tous les mecs du groupe sont en train de les regarder. Clara continue son chemin mais décide quand même d'envoyer un message à quelqu'un puisqu'elle trouve quand même cette situation très bizarre. Au moment de chercher son téléphone dans l'une de ses poches, elle peut remarquer que dans le manteau de son pote, il y a une bombe au poivre. Du coup, elle décide de la prendre et de la mettre dans sa manche. Quand d'un coup, elle entend des portes de voiture se fermer. Elle voit la fille de tout à l'heure et 2 mecs monter dans une voiture. Au même moment, Clara entend un des mecs dire à la fille « Mais oui, c'est elle, je te dis. » Il s'approche alors de Clara et la fille dans la voiture lui dit « T'as 18 ans, non? Tu veux avoir un travail qui rapporte ?» Juste après ça, le deuxième gars lui jette une tenue assez explicite et lui dit « Vas-y, mets ça et je t'essaye. » À ce moment-là, Clara a paniqué et a mis un grand coup de gazeuse en essayant de les avoir tous les 3. Sauf qu'avec le vent, elle en a aussi pris dans les yeux. Beaucoup moins qu'eux, mais assez pour voir flou. Clara décide quand même de courir le plus vite possible vers chez elle. Elle arrive à voir que la fille est restée sur place mais les mecs décident de lui courir après. Clara court de plus en plus vite, elle essaye de prendre des rues au dernier moment mais rien n'y fait, elle n'arrive pas à les semer. À un moment, malheureusement, elle en peut plus et elle décide de s'arrêter. Elle se retourne et elle met un deuxième grand coup de gazeuse. Elle peut voir que les 2 hommes sont touchés au niveau des yeux, elle reprend sa course jusqu'à ce qu'elle soit assez loin, ensuite elle décide d'appeler un pote à elle qui est toujours dehors. Il est venu à sa rencontre et il l'a ramené chez elle en scooter. Une fois rentré chez elle, ses potes ont
décidé de faire des tours un petit peu dans le quartier pour voir s'ils apercevaient leur voiture. Mais il n'y a plus aucune trace d'eux. Après cette histoire, Clara s'est mise à la boxe avec ses deux grands frères. Et aussi, il lui est plus jamais rien arrivé de ce genre. Ça l'a pas forcément traumatisée, mais elle garde quand même une gazeuse avec elle. Tout ça s'est passé il y a maintenant 2 ans et elle rajoute qu'elle fait des bisous à ce petit gamin qui dort. Voilà, c'est maintenant fini pour cette première histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Hélène. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Hélène et elle a 26 ans. Et elle nous dit qu'elle se souviendra toute sa vie de ce moment. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Hélène habite dans la région parisienne et pour rentrer chez elle, Hélène prend le RER. Généralement, quand elle sort du travail, elle rentre directement chez elle. Le trajet en RER lui prend une petite quarantaine de minutes et de la gare à chez elle, ça lui prend entre 15 et 20 minutes à pied. Un jour, Hélène a prévu avec ses amis d'aller manger dans un petit restaurant à Paris et de sortir un petit peu. Pendant le repas, tout se passe bien. À la fin du repas, Hélène repart en direction d'une gare pour prendre tranquillement son RER. Hélène nous dit qu'il doit être aux alentours de 23 h quand elle décide de prendre son train. Il fait donc très sombre à cette heure-là et il y a plus grand monde sur les quais. Elle attend tranquillement son train et elle peut voir qu'il y a un homme assez louche. Elle se dit qu'il doit être complètement ivre et elle essaye de pas trop le regarder pour pas qu'il vienne la voir. Vraiment, Hélène, elle se fait toute petite et elle essaye vraiment de s'intéresser à son téléphone plus qu'à son environnement. Entre temps, elle a mis ses écouteurs mais il n'y a pas du tout de musique dedans, c'est pour faire genre qu'elle est occupée à écouter de la musique. Comme ça, elle se dit que si jamais il y a un danger, elle pourra quand même entendre. Hélène peut voir ce gars du bout des yeux et clairement il est en plein délire. Et au fond d'elle, elle a un pressentiment, elle sent qu'elle est en danger. Mais pourtant, ce type lui a rien fait du tout. Quelques minutes plus tard, Hélène est soulagée. Son RER est enfin arrivé. Elle se dit qu'il faut qu'elle trouve un wagon assez loin de là où il est, comme ça elle sera tranquille tout le voyage. Hélène trouve son wagon éloigné de ce gars et elle commence à fermer les yeux quand le train démarre et elle essaye de se reposer un petit peu. Quelques minutes sont passées et elle peut entendre que quelqu'un rentre dans son wagon. Elle y prête pas attention, elle a les yeux toujours fermés. Puis un mec commence à parler. Elle se dit juste que c'est un type qui était déjà dans le wagon et qu'il est sûrement au téléphone avec quelqu'un. Puis quelques temps après, elle entend « Eh oh, je te parle la brune !» Réveille-toi. Au même moment, elle sent que quelqu'un est en train de la bousculer. À ce moment-là, Hélène, elle comprend pas trop la situation. Comme je vous l'ai dit, elle est vraiment fatiguée. Et elle était vraiment à 2 doigts de s'endormir. Après avoir bien ouvert les yeux, elle le voit. Le type de tout à l'heure. Hélène enlève ses écouteurs même s'il n'y avait pas forcément de musique dedans. Et elle écoute ce qu'il lui dit directement. Ouais, t'as volé mon chat toi. Je t'ai vu sur le quai avec ma mère. Fais attention à toi. Il y a des ombres autour de toi. Là, Hélène, elle se dit que le gars il doit être complètement déchiré. Et elle se dit qu'elle a vraiment pas de chance. Pour une fois qu'elle rentre tard, elle tombe sur un relou. Et surtout, le mec il continue. Tu sais, je t'ai vu avec pas mal d'hommes aujourd'hui. Tu t'es fait combien? Là, Hélène, elle se dit bon, c'en est trop pour moi. Elle l'envoie balader en lui disant mais tu me prends pour qui toi? Après ça, le mec se retourne et va voir dans un autre wagon. Quelques minutes sont passées et le wagon est toujours vide. Hélène décide de pas faire la même erreur 2 fois et elle reste éveillée. Il lui reste plus que 10 minutes de trajet quand le mec revient malheureusement vers elle. Il lui dit des choses horribles comme tu sais, je sais pas comment c'est de mourir, mais tu dois y trouver la paix. Je pense qu'on devrait remercier celui qui nous tue, car en soi, il nous donne la paix. En soi, c'est comme si Dieu te donne le pouvoir de choisir, comme c'est enivrant. Tu en penses quoi? Là, Hélène, elle panique complètement. Elle sait pas quoi répondre à ce type. Le gars a l'air complètement fou. Elle essaye de reprendre ses esprits comme elle peut, mais maintenant, il la fixe. Mais d'une manière vraiment très bizarre. Comme s'il voulait quelque chose d'elle. Hélène lui dit de dégager de là et qu'elle va appeler la police s'il continue à venir lui raconter des choses comme ça. Le mec repart calmement dans un autre wagon. Hélène, elle en peut plus, elle est bientôt arrivée. Il lui reste plus que 2 minutes avant son arrêt. Une fois les portes ouvertes, Hélène, elle taille dans la gare. Elle regarde derrière elle au cas où, puisqu'elle a un mauvais pressentiment. Il y a un truc qui l'oppresse. Mais bon, elle se dit que c'est sûrement cet homme dans le wagon qui lui a laissé cette mauvaise sensation. Quelques minutes plus tard, Hélène est sortie de la gare. Elle doit maintenant marcher 15 à 20 minutes à pied. Et surtout dans des endroits peu éclairés où il y a très peu d'habitations. Hélène marche et quelques minutes plus tard, elle se dit que cette sensation bizarre ne la quitte pas. Et que c'est plutôt l'inverse, elle augmente. Elle décide une dernière fois pour se rassurer
montrer qu'il n'y a personne de se retourner, pour se dire qu'elle est juste paranoïaque et qu'elle est vraiment bouleversée par le gars du train. Elle se retourne et elle aperçoit au loin malheureusement le gars du train qui est en train de la suivre. Hélène commence vraiment à avoir peur et elle se demande ce que ce type lui veut. Elle se fait 300 scénarios. Elle se dit que c'est peut-être une putain de coïncidence et elle a l'idée de traverser la rue pour voir s'il la suit. En traversant la rue, Hélène peut apercevoir que lui aussi il traverse. Là, c'est la douche froide pour elle. Elle se dit que si elle court, le gars peut aussi courir derrière elle et la rattraper. Elle se dit qu'elle peut faire style de pas l'avoir vu, de marcher un petit peu plus vite, tout en essayant de garder un œil sur lui. Elle a même pas le temps de prendre une réelle décision qu'elle entend que le gars derrière elle est en train de faire des bruits chelous. Mais c'est pas n'importe quel bruit, c'est le bruit d'un objet métallique qu'on fait grincer sur un autre objet. La peur d'Elena est à son maximum. Elle se dit qu'il est armé et qu'il va lui faire du mal. Le mec se met même à ricaner comme un gros malade. Au loin, Hélène peut voir la silhouette de quelqu'un et elle se dit yes, enfin je suis plus seule. Et elle décide de marcher de plus en plus vite pour aller à la rencontre de cette silhouette. En s'approchant de la silhouette, elle peut voir que c'est un homme et qu'il est complètement déchiré. Et que malheureusement, il y sera sûrement pas d'une grande aide. Et même pire, ça pourrait peut-être aggraver la situation. Elle préfère donc tracer le plus vite possible et rentrer à son appartement. Le mec la suit toujours autant mais garde une distance tout en faisant son bruit métallique. Et à un moment, il commence à dire des choses qu'elle n'entend pas bien à cause de la distance. Des choses comme « Cours mon petit lapin, cours !» et des trucs du style « C'est la fête à la grenouille ?» Juste après ça, Hélène se maudit de ne pas avoir pensé plus tôt à une chose. Depuis tout ce temps, elle serre de toutes ses forces son téléphone dans sa main, sûrement à cause de la peur, mais elle décide de prendre son téléphone et d'appeler la police. Juste après avoir mis son téléphone au niveau de son oreille, le mec se met à courir et il lui dit « Tu ne t'échapperas pas ma petite poupée ?» Hélène se met elle aussi à courir et elle explique comme elle peut à l'opérateur toute la situation. Elle lui dit que le gars est en train de la poursuivre avec un objet métallique. Maintenant, de là où elle est, elle peut voir au loin son bâtiment. Elle donne clairement tout ce qu'elle a. Elle prépare dans son autre main ses clés pour être prête à rentrer. Une fois arrivée au niveau de son bâtiment, Hélène ouvre la porte et essaye de refermer instantanément. Au passage, elle arrive même à lui fermer la porte sur la tronche. Et là, le gars, il va agir encore plus bizarrement qu'avant. Il va se mettre à lécher la vitre de la porte et il va lui faire des grands sourires. Et il se met à crier d'autres trucs qui n'ont pas de sens. Au passage, il essaye de défoncer la porte, mais Hélène de son côté, elle en sait pas plus puisqu'elle monte les escaliers pour rentrer chez elle. Une fois rentrée chez elle, Hélène a dû attendre un bon 10 minutes avant que l'agent au téléphone lui dise que le gars s'est fait arrêter devant la porte et que maintenant elle peut descendre rejoindre les policiers. Apparemment, cette personne est connue des services de police et c'est même pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Il est jamais allé jusqu'au meurtre, mais bon, on sait pas ce qui se passe dans la tête des gens et au début, vous vous rappelez bien, il a dit des trucs très bizarres à Hélène. Hélène se dit qu'un jour il passera à l'acte et c'est pourquoi elle a décidé de porter plainte. Mais bon, elle se dit qu'avec la justice française, ça va peut-être pas aller bien loin. Et on termine avec la dernière phrase qui est bref, j'espère que mon témoignage t'aura plu, bonne chance pour la suite et plein de papouilles à ton chien. T'inquiète pas, il en a beaucoup. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Zoé. Elle a 28 ans et elle est en études de médecine. Comme sa fac est assez loin, elle prend le bus le matin et le soir. Et son trajet lui prend une trentaine de minutes. Elle habite dans un quartier très calme avec son petit ami. Mais depuis 2 mois, il y a des travaux là où elle habite. Et plus précisément devant chez elle. Et petite info, elle nous précise que son quartier est assez proche de la campagne. Et dernier petit point, cette histoire s'est passée il y a quelques jours, donc c'est très frais. Zoé a fini ses cours et elle a beaucoup bossé pour son examen qui est très important pour son diplôme. Et elle est donc très irritable et fatiguée. Zoé marche le long du trottoir et rentre dans son bus. Elle s'installe à l'avant en gardant une place pour son ami qui est très tête en l'air et qui oublie souvent son téléphone en cours. Zoé est tranquillement sur son portable quand elle voit qu'une fille qu'elle ne connaît pas du tout s'installe derrière elle. Zoé a juste eu le temps d'apercevoir les yeux de cette fille. Elle a des pupilles marron presque noires. D'ailleurs, la fille qui vient de s'installer derrière Zoé, elle est un petit peu relou puisqu'elle se met à marmonner des paroles de chansons. Zoé est déjà pas ultra bien de sa journée et en plus elle a un mauvais feeling. Elle sent que cette meuf est en train de la fixer dans son dos. Le bus se met à démarrer et Zoé commence à oublier cette femme. Puis d'un coup, elle entend des cris de panique. Zoé regarde alors par la fenêtre et elle voit sa copine qui est au niveau de sa fenêtre qui lui hurle de demander au conducteur de s'arrêter. Zoé, elle est un petit peu joueuse et elle la taquine un petit peu. Elle se fout même un petit peu de sa gueule avant d'aller demander au conducteur de s'arrêter. Essoufflée, son amie s'assoit à côté d'elle et elle commence à en rigoler. 5
minutes plus tard, Zoé se retourne pour prendre son téléphone et elle voit la femme de tout à l'heure qui est en train de la regarder. Ce qui confirme pour elle son mauvais feeling. Cette femme est bien en train de la fixer. La femme a environ 30 ans, elle a de longs cheveux châtains très gras. Elle a une tenue négligée et surtout déchirée. Zoé et cette femme vont se regarder pendant au moins 20 secondes, jusqu'au moment où elle va détourner le regard parce que bon, ça commence à être glauque. Et malheureusement pour Zoé, l'arrêt de sa copine est bien plus tôt que le sien. Elle passe donc le plus gros du trajet seule. Zoé est maintenant seule sur son téléphone, elle essaye d'oublier son malaise et son sentiment d'être observée. Après 20 minutes en plein stress, son arrêt arrive. Zoé doit prendre son sac qui est derrière elle, mais elle nous dit qu'elle a vraiment pas envie de recroiser le regard de cette femme. Et elle décide donc de prendre son sac sans lever sa tête et elle se précipite pour sortir du bus. Zoé marche un petit peu mais elle peut entendre 3 bruits de pas différents derrière elle. Elle nous dit que dans le bus, elle avait pu remarquer 2 lycéens qui habitaient dans son quartier. Du coup, elle suppose que 2 bruits de pas viennent d'eux. Par contre, pour ce qui est du 3e bruit de pas, elle en conclut que c'est sûrement cette femme. Au tout début, Zoé, ça la tilte pas plus que ça. Elle se dit ok, peut-être qu'elle a emménagé dans le quartier il y a pas longtemps. Et surtout, elle est ultra crevée de sa journée. Du coup, elle veut rentrer le plus vite possible pour fusionner avec son canapé et retrouver son chéri. Alors Zoé va décider de marcher très vite. Zoé arrive vers sa maison et elle entend toujours le bruit de pas d'une personne. Elle sait que les 2 lycéens habitent en haut de sa rue et que du coup, ils sont déjà rentrés chez eux normalement. Là, le mauvais feeling commence vraiment à s'accentuer. Zoé va alors prendre une décision radicale. Elle va courir le reste du trajet qui lui reste et elle se précipite à l'intérieur de chez elle totalement paniquée. Le chéri de Zoé l'attend tranquillement dans le canapé et comme il la connaît, il remarque tout de suite que quelque chose ne va pas. Zoé de son côté, elle se dirige vers toutes les serrures et portes et elle les ferme toutes. Et d'ailleurs, son chéri, quand il l'a vu faire ça, il s'est empressé de faire de même, puisque malheureusement, c'est pas la seule expérience désagréable qu'ils ont déjà vécue. Pile au moment où ils sont sûrs que tout est fermé, leur chien Yoko va se mettre devant la porte d'entrée et il se met à gémir et à gratter la porte. Quand Alan, son petit ami, décide d'aller chercher le chien, quelqu'un toque à la porte. Zoé reste paralysée. Elle est sûre que celle qui toque à la porte, c'est la fille du bus. Zoé fait alors signe à Alan de ne surtout pas ouvrir la porte. Elle s'approche alors très doucement de la porte et elle va regarder par le Judas. Elle veut être sûre qu'elle se fait pas des illusions. Eh bien non, c'est bien elle. Cette femme est bien devant sa porte. Elle l'a suivie jusqu'à chez elle. Déjà que la situation est très bizarre, une chose supplémentaire va la faire flipper. Cette femme tient une hache à la main. Et Zoé peut aussi remarquer qu'en arrière-plan, elle voit une voiture avec 2 silhouettes à l'intérieur. Zoé va alors arrêter de regarder par l'œilleton. Elle va faire signe à son petit ami d'appeler la police. Mais Alan de son côté, il est totalement paralysé puisqu'il est en train de fixer quelque chose à travers la fenêtre. Zoé va alors entendre une chose effrayante, une voix de femme qui se met à crier « Je vous ai trouvé !» Cette femme éclate de rire et elle se met à chanter. Elle va même rajouter « Je vous ai trouvé et vous allez nous aider à la vie à la mort. C'est pour ça qu'on a été créé. » Littéralement, c'est le rire le plus effrayant qu'ils aient jamais entendu de leur vie. Après ça, elle s'est même mise à danser devant la fenêtre avec la hache dans sa main et Zoé remet peu à peu quelques éléments en place. Elle comprend que la chanson qu'est en train de chanter cette femme, c'est celle qu'elle était en train de marmonner dans le bus. Mais elle va vite sortir de ses pensées puisque la psychopathe est en train de taper à la fenêtre avec sa hache. Alors là, petit coup de chance pour Alan et Zoé, entre la fenêtre et la porte d'entrée, il y a une cloison. Du coup, la psychopathe n'a probablement pas vu Zoé. Elle prend son courage à 2 mains et elle se décide d'appeler la police. L'opérateur au téléphone lui dit qu'ils vont arriver dans moins de 10 minutes. Quand Zoé a raccroché, elle a vu Alan, son petit ami, courir avec le chien dans ses bras pour aller se rendre dans la chambre. Ils se sont barricadés mais le cauchemar n'est toujours pas fini. Puisque oui, maintenant ils peuvent entendre cette fille chanter et danser dans leur maison. Elle a réussi à pénétrer dans les lieux. Zoé est au bout de sa vie, elle a la chair de poule. Elle a vraiment très peur mais un espoir arrive. Ils peuvent entendre au loin la sirène des policiers. En même temps que la sirène des policiers, ils peuvent entendre qu'il y a du raffut dans le salon. Quelques secondes plus tard, les policiers sont arrivés et ont dit au couple que ce n'étaient pas les premiers à les appeler pour quelque chose dans ce genre. Comme vous l'avez compris, en entendant les sirènes de police, la femme est partie. Les policiers lui ont alors expliqué que cette femme était déjà connue et qu'elle avait une sorte de hobby très bizarre. C'est qu'elle suit des gens pour les terroriser et les sacrifier dans un but avec le mec tout rouge. Comme tout ça s'est passé il y a pas longtemps, elle a pas
pas eu encore de retour là-dessus. Bref, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sophie. Ça s'est passé quand elle était petite, elle avait à peu près 7 ans. D'ailleurs, c'est une petite série d'événements qui lui est arrivée et qui lui donne encore des sueurs froides dans le dos. Et à l'époque, elle avait pas fait le lien entre toutes ces choses. Mais maintenant, elle comprend que la situation était horrible. Sophie, à ce moment-là, bien naturellement, elle vit avec sa mère dans un duplex à Montréal. Tout ça au 3e étage d'un immeuble, et il faut aussi savoir qu'elle a un petit chat. Elle nous précise que dans cet appartement, il y a 2 entrées. Il y a bien évidemment en bas du bâtiment une entrée principale, et à l'arrière de l'appartement il y a une porte qui donne sur des escaliers. C'est des escaliers en colimaçon qui donnent sur une ruelle à l'extérieur. Et Sophie et sa mère ils se servent très souvent de cette porte, puisque c'est par celle-ci qu'ils vont laisser sortir leur chat, vu que malheureusement ils ont pas la petite trappe pour le laisser sortir. Donc quand monsieur le petit chat vient taper à la porte, il lui ouvre. Elle nous dit que la petite ruelle derrière elle est toute belle, il y a pas mal de verdure, et il y a même des enfants du quartier qui jouent en bas assez régulièrement. En gros elle nous dit que c'est pas une ruelle chelou qu'on peut trouver dans certains threads d'horreur ou des films, et qu'avant les événements qui vont se produire, il s'était jamais rien passé de bizarre. Le petit chat de Sophie, il s'appelle Oreo, et c'est le genre de chat qui est ultra sociable. Genre, il vient, il monte sur ton petit ventre pour avoir des petites caresses. Il est pas du tout craintif des humains, même ceux qu'il connaît pas du tout. Et c'est peut-être pourquoi il va lui arriver ce que je vais vous raconter. Commençons avec un certain jour, celui où Oreo est rentré d'une petite balade avec un petit peu moins de poils sur son flanc gauche. Pour Sophie et sa mère, jusque-là, rien d'alarmant. Avec les autres chats, il est un petit peu bagarreur. Et à ce moment-là, c'est pas forcément la première fois qu'il revient avec quelques petites égratignures. Elles vont donc le désinfecter et tout se passe bien. Le soir même, pendant quelques petites caresses, elles vont regarder d'un petit peu plus près. Et elles vont voir que la zone où ont été coupés les poils, c'est vachement net quand même. Comme si ça avait été fait avec un couteau ou un ciseau. Détail qu'elles n'ont pas retenu sur le moment. C'est après coup. On passe maintenant quelques semaines plus tard lors d'une soirée. Sophie est en train de rentrer de l'école avec sa mère et surprise, elles peuvent entendre Oreo qui est en train de miauler derrière elle. Là, elles se disent que c'est assez bizarre quand même, puisqu'elles auraient juré qu'elle lui avait pas ouvert. Sophie et sa mère vont alors paniquer. Elles se disent qu'il y a quelqu'un qui est venu voler dans leur maison. Mais non, en vérifiant les lieux, rien n'a été volé ni déplacé. Elles en viennent à la conclusion que Oreo a dû se faufiler entre leurs jambes le matin sans qu'elles s'en aperçoivent. Quelques semaines après ça, Sophie se rend dans la salle de bain. Elle fait ce qu'elle a à faire dans la salle de bain et elle est sur le point de se laver les mains quand elle aperçoit quelque chose qui va vraiment l'effrayer. Un homme est en train de regarder Sophie à travers la minuscule fenêtre de la salle de bain. Sophie elle a une réaction très directement, elle crie, elle dit à sa mère de venir au plus vite. Bien évidemment l'homme il entend ça et il se met à courir. Sa mère est maintenant dans la salle de bain avec Sophie et elle lui explique ce qu'elle vient de voir. Sa mère regarde alors par la petite fenêtre et elle ne voit rien. Du coup elle ne croit pas Sophie et cette affaire en reste là. Encore quelques semaines plus tard, Oreo va rentrer avec du sang sur les pattes arrière. Sur le coup Sophie et sa mère sont pas choquées tant que ça. Elles se disent qu'il est bagarreur et que là il a dû sûrement mettre une petite dérouille à quelqu'un. Par contre elles se disent que Oreo a un comportement très bizarre. D'habitude il rentre, il est assez joyeux, il fait des miaou. Mais là non, rien. Là la mère de Sophie elle commence à être inquiète. Elle lui demande donc de tenir le chat pour qu'elle puisse le regarder de plus près. Sophie soulève un petit peu Oreo et là Sophie se met vraiment à hurler. Et en plus de hurler elle se met à pleurer. Oreo a l'abdomen tranché de bord en bord. Là les deux filles ont pas cherché midi à 14h, elles ont pris le chat et elles l'ont emmené chez le vétérinaire. Le vétérinaire leur annonce une bonne nouvelle, aucun organe n'a été touché. Il a juste eu un problème avec sa peau. Le vétérinaire fait alors les points de suture et il donne des antidouleurs. Et il leur conseille vivement de donner pas mal de repos à Oreo. Alors oui, sur le coup, Sophie et sa mère pensent que le chat a trouvé un adversaire bien plus coriace que lui. Elles ont écouté le vétérinaire et elles l'ont pas laissé sortir seul. Pendant la convalescence du chat, la mère de Sophie a pu remarquer effectivement qu'il y a un homme qui regarde par leur fenêtre. Ça y est, maintenant elle croit sa fille. Hop, elle prend son téléphone et elle appelle la police pour leur expliquer toute cette situation. Les policiers ont patrouillé un petit peu mais n'ont jamais retrouvé de traces de cet homme. Après ça, la mère de Sophie a repensé aux événements des derniers mois et elle a compris que cet homme a probablement trouvé un moyen d'entrer chez elle. Elle a fait changer les serrures et elle a mis du bois dans les fenêtres accessibles pour empêcher de les ouvrir de l'extérieur. Elle a aussi fait mettre un autocollant opaque sur la fenêtre de la salle de bain.
soir. Et après ça, plus rien d'étrange ne s'est passé. Sophie, plus elle y pense, plus elle est persuadée que c'est cet homme qui a fait du mal à son chat. Le mec est monté au 3e étage, il est très probablement entré dans leur maison. Elle en vient même à se dire que s'il les observait, c'était peut-être pour les tuer elle. Ça, elle en saura jamais rien et elle espère aussi qu'il a pas fait de mal à d'autres animaux. Ne vous inquiétez pas, depuis elles ont déménagé et Oreo y vit clairement sa meilleure vie. Voilà, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Louis et ça se passe aux États-Unis. D'ailleurs, cette histoire elle est assez spéciale vu qu'on va être amené à parler d'un tueur qui a été arrêté et jugé. Louis, il a beaucoup réfléchi avant de poster cette histoire sur Reddit pour ne pas manquer de respect à Kevin pour ce qui lui est arrivé. Mais il a besoin d'en discuter car il n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé et surtout que ce qui s'est passé aurait pu lui arriver. En été 2019, Louis se balade sur une application de rencontre qui s'appelle Grindr. Il tombe sur un homme et il commence à parler. À l'époque, Louis connaît pas le nom de cette personne, c'est juste un pseudo parmi tant d'autres. Louis vient d'être largué par son petit ami de l'époque et c'est pour cette raison qu'il s'est inscrit sur cette application. Louis nous avoue qu'à cette époque, il est dans une situation assez instable sur le plan émotionnel et qu'il a une horrible estime de lui. Il envoyait pas mal de textos à caractère plus de 18 ans et il avait pas mal de rapports physiques avec des hommes violents. Vu qu'à ce moment-là, il est dans un état totalement autodestructeur. À cette époque, il a 25 ans mais il n'hésite pas à rencontrer des hommes plus âgé que lui. Un jour, Louis reçoit un message d'un type qui est plus âgé que lui. Son profil lui paraît parfait. Il aime bien le cuir, il a des pratiques particulières qui sont les mêmes que Louis aime. Et Louis, quand il cherche des relations, il aime bien que ces personnes aient les mêmes envies que lui. Il se dit donc que ok, il va parler avec cet homme. L'homme lui envoie des photos, Louis lui envoie des photos. Ils commencent à discuter. Discussion typique d'application de rencontre. Il lui fait même des compliments du genre t'es trop mignon, belle photo et plein d'autres trucs. Après très peu de temps, cet homme lui demande s'il veut pas venir chez lui. Louis nous dit qu'avec ce type d'application, c'est pas du tout rare ce genre de choses. Mais là, Louis il le sent pas, il est pas à l'aise. Du coup, il lui dit non, là je suis bien trop occupé. L'homme insiste alors et lui demande s'il est dispo un autre jour. Louis, il lui dit donc clairement non, j'ai pas envie et puis de toute façon, t'habites trop loin de chez moi. Le lendemain, quand il se connecte sur l'application, il peut voir que l'homme lui a envoyé d'autres messages de ce genre. Viens chez moi, t'inquiète pas. Et le mec, il lui a aussi demandé son numéro. Louis de son côté, il pense pas lui avoir donné son numéro de téléphone ou le numéro qu'il utilisait pour l'application. Et en réfléchissant à toute cette histoire, il espère qu'il a donné le numéro de l'application et pas celui de son vrai numéro. Et vous allez très vite comprendre pourquoi il craint tout ça. Pendant des mois sur Facebook, il va recevoir une suggestion d'amis. Un certain Olikos K. Lucas. Louis, il a un petit peu espionné le compte et il s'est rendu compte que c'était l'homme de Grindr. Louis trouve ça un peu bizarre que son profil il se mette à surgir comme ça en suggestion d'amis. Sachant que la suggestion, elle revenait toujours en tête de liste. Il en vient même à se demander est-ce que c'est parce que le gars est en train de consulter H24 son profil. Il nous dit qu'il connaît pas l'algorithme Facebook. Par contre, il est sûr d'une chose, c'est de jamais lui avoir donné son prénom et qu'ils ont aucun ami en commun. Et c'est pourquoi il en vient à se demander s'il a donné son numéro de téléphone à cet homme. À chaque fois que Louis se baladait sur Facebook, il voyait cette suggestion et il se sentait bizarre. Pas menacé vu qu'il l'avait jamais contacté, mais il a un pressentiment étrange. Les mois passent et le profil de cet homme reste toujours au sommet de la suggestion d'amis. À vrai dire, pendant un moment, Louis s'en rend même plus compte. Passons maintenant au 25 décembre 2019, le jour où tout le monde a réalisé que Kevin Bacon a disparu. Louis se connecte sur Facebook ce matin-là et il voit une tonne de notifs dans les groupes auxquels il est. Le premier message commence par « Mon ami Kevin a disparu ». L'avez-vous vu? Tous les messages parlent d'un certain Kevin Bacon qui habite à Schwartz Creek. Louis, il nous dit qu'il l'a jamais rencontré mais que son profil lui dit quelque chose. Il l'a déjà remarqué sur Tinder et Grindr. Et au cours des jours qui ont suivi, tous les gens du Michigan ont partagé cette photo. Louis, il connaissait pas Kevin personnellement mais au final ça le touche quand même. Il vérifie régulièrement les news sur Facebook et il regarde la télé plusieurs fois par jour en espérant entendre qu'il est finalement rentré chez lui. Il y a aussi une chose qui frappe Louis. Kevin, il a le même âge que lui, 25 ans, et ils habitent tous les deux dans le Michigan. Le 28 décembre 2019, Kevin est retrouvé sauvagement assassiné. Louis, en voyant cette nouvelle, il est totalement horrifié. Son corps a été retrouvé poignardé, mutilé, et il a été pendu à l'envers d'un plafond au sous-sol d'un nommé Mark Latunsky. À cette époque-là, Louis, il connaît pas ce nom. Au début, la police a essayé de lâcher très peu d'infos sur cette affaire, mais ils ont fini par donner des détails sur la mort de Kevin. Mark Latunsky a alors coupé les organes génitaux de Kevin et il les a mangés. Louis, quand il voit ça, il se met quasiment à vomir. Louis, il se dirige vers son ordinateur, plus précisément Google, et il tape dans la barre de recherche
Mark Latunski, et il appuie sur le bouton entrée. Louis, en voyant ce qui ressort des recherches, il est tout blanc. Il se sent vraiment très mal, puisque cet homme, il l'a déjà vu. C'est le fameux Olikos K. Lucas de Facebook. Et c'est aussi l'homme sur Facebook qui insistait pour le voir. Quand il voit les photos, Louis, il a la tête qui tourne. Il reconnaît chacune des photos. Et forcément, il y a une pensée qui lui vient en tête. Ça aurait pu être moi. À l'époque des faits, Mark Latunski s'était marié à un certain Jamie. Et Louis, il a pu reconnaître Jamie, vu qu'il avait déjà flirté avec lui. Pendant le meurtre, Jamie n'habitait pas avec Mark. Un peu de temps après, Louis il a appris d'autres détails. Quelques mois seulement avant le meurtre de Kevin, 2 hommes ont fui la maison de Mark. Les 2 victimes avaient bien signalé tout ça à la police, comme quoi ils avaient été enchaînés dans une cave et que l'un d'entre eux avait même été drogué. Malheureusement, les victimes n'ont pas porté plainte pour des raisons personnelles et certaines personnes estiment que la police n'a peut-être pas fait les enquêtes nécessaires, puisque vous l'avez vu, ce fameux Mark Latunski est passé aux actes. Ces événements ont eu lieu en octobre-novembre. Et Louis, il se souvient que Mark l'a contacté sur Grindr vers août-septembre à peu près. Et c'est ce qui fait qu'il a réalisé qu'il parlait avec des gens qu'il ne connaissait pas du tout au final. Et que parmi l'un d'entre eux, il y avait peut-être un tueur. Il nous dit qu'il a rencontré pas mal d'hommes violents sur Grindr, mais que c'est jamais allé aussi loin du niveau de Mark. Et d'ailleurs, ça a appris une chose à Louis. Il va plus directement chez les hommes. Il préfère des rendez-vous dans des lieux publics. Voilà, c'est ainsi que se termine cette 3e histoire. Alors pour le coup, c'est totalement vrai puisqu'il y a des articles là-dessus et en fait c'est entre un thread d'horreur et un true crime, mais je vous l'ai mis quand même parce que je pense qu'elle a sa place ici. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est un truc de malade. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Charlotte et elle a 19 ans. Ce qu'elle a vécu, ça s'est passé il y a maintenant 3 ans. Charlotte, un jour, elle invite son meilleur ami à passer la nuit chez elle. Très vite, les 2 amis ne savent plus quoi faire pour s'occuper et ils ont donc décidé de sortir. Il doit être dans les environs de 3 h du matin. Charlotte habite une petite ville d'environ 10 000 habitants. C'est pas super grand, donc Charlotte et son meilleur ami ne s'attendent pas à croiser quelqu'un, surtout à cette heure-ci. Les 2 amis traînent un petit peu, ils se baladent, ils font rien d'exceptionnel, jusqu'à ce qu'ils croisent un groupe de gars qui s'embrouillent assez violemment. Bon, au début, Charlotte et son ami, ils ont pas trop calculé, ils ont continué leur chemin. Mais à ce moment-là, Charlotte, elle a un pressentiment bizarre qu'elle n'arrive pas à expliquer. Elle a l'impression que quelque chose va leur arriver. Au bout d'1 heure de marche, Charlotte et son ami décident de se reposer un petit peu les pieds. Comme ça, ils pourront discuter un petit peu avant de rentrer chez Charlotte. Vu que au final, ils sont pas très loin de où elle habite. Les 2 amis trouvent un banc et ils se sont posés dessus. Ils commencent à parler et à fumer une clope tranquillement. Il faut savoir que le banc, il est situé près d'un rond-point. Mais au moment où ils se sont posés dessus, il n'y avait aucun signe de vie. Puis d'un coup, Charlotte voit une voiture qui fait le tour du rond-point avec une vitesse bien élevée. Charlotte a aperçu la voiture, mais son copain il fait que parler. Du coup, lui, il a pas du tout capté qu'il y avait une voiture. Bon, sur le coup, Charlotte, elle trouve ça normal qu'il y ait un véhicule sur un rond-point. Mais vu la façon de conduire, elle se dit que les gars dans la voiture sont forcément déchirés. À un moment, la voiture va même faire marche arrière. Et elle va refaire un tour de rond-point. Là, elle comprend que c'est pas bon. Au final, la voiture s'arrête assez proche d'eux et Charlotte peut apercevoir qu'il y a au minimum 3 personnes à l'intérieur. Et elle peut aussi apercevoir que le conducteur a l'air plus ou moins sobre. Par contre, ça se voit direct qu'il y a 2 mecs à l'arrière, ils sont totalement déchirés. Ils ont clairement bu et pas que. Ils ont clairement pris des petites substances. Charlotte, elle nous dit qu'elle peut apercevoir 3 personnes. Mais elle se dit qu'ils sont peut-être plus. De ce qu'elle arrive à voir, pour elle, les 3 hommes ont entre 25 et 30 ans, alors que eux sont juste 2 ados d'à peu près 16 ans. Charlotte et son ami se disent qu'il faut pas chercher le conflit. Un des mecs de la voiture appelle le meilleur ami de Charlotte pour essayer de lui gratter une clope. Le pote de Charlotte se lève du banc et s'avance vers lui. L'ami de Charlotte refuse de lui donner une cigarette car le ton qu'a employé l'homme est très agressif. Charlotte, pendant ce temps-là, elle est toujours sur son banc en train de fumer. Sauf que maintenant, elle peut entendre que son pote est en train d'élever la voix. Là, Charlotte, elle commence à se lever pour aller voir, puisqu'elle se dit que le gars a juste essayé de gratter une clope. Charlotte arrive à côté de son ami et lui demande ce qui se passe. Mais avant que son ami lui explique, elle peut entendre les hommes dans la voiture les insulter et montrer des couteaux. À ce moment-là, c'est pas très compliqué pour Charlotte et son ami, ils se disent juste qu'ils vont les laisser partir et que les mecs sont juste torchés comme pas possible. Mais au même moment, le gars situé le plus près de la fenêtre sort une arme. Et Charlotte, elle s'y connaît plutôt bien dans le domaine. Elle comprend direct que c'est pas un jouet ni une réplique d'airsoft. Elle voit que c'est une vraie arme à feu. Là, les 2 amis commencent à se regarder dans les yeux. Et Charlotte lui fait bien comprendre que c'est une vraie. L'ami de Charlotte comprend alors que ça sert à rien de faire le malin. Sur le moment,
aucun des deux amis n'a stressé. Du moins, ils ne l'ont pas montré pour que les mecs ne prennent pas trop la confiance. Ils l'ont donc laissé pointer son arme sur eux pendant qu'il essayait de leur faire peur. De leur côté, ils ont rien dit. Et ce cauchemar a duré 2 longues minutes. Puis Charlotte a commencé à comprendre que seul le conducteur de la voiture était potentiellement sobre. Elle a essayé de discuter avec lui et il a compris que l'état de ses potes est plus grave que ce qu'il n'en paraissait. Le gars s'est alors retourné pour essayer de raisonner ses potes. L'homme à la fenêtre a fini par ranger son arme et la voiture a repris son chemin. Charlotte et son meilleur ami sont rentrés chez eux mais ils ont pas trop réalisé ce qui s'était passé. Au final, rien de grave mais c'était très stressant. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Eva. Et elle a vécu son histoire quand elle avait 18 ans. Elle nous dit qu'il n'y a rien de surnaturel dans cette histoire, mais qu'elle en garde des sueurs froides. Et encore aujourd'hui, elle se demande ce qui se serait passé si elle n'avait pas eu cette chance. Eva, elle tient à nous dire 2 points sur son histoire. Eva, elle a 18 ans, mais elle est toujours en terminale puisqu'elle a redoublé une classe étant plus petite. Et deuxième chose importante, Eva, elle est dans le même lycée que sa mère qui est prof de philo. Eva, elle vit avec sa mère qui est célibataire depuis maintenant 3 ans. Et il faut savoir qu'elles s'entendent très bien, elles sont très fusionnelles. Elles se racontent absolument tout. Et à vrai dire, Eva, ça l'embête énormément que sa mère soit célibataire. Clairement, elle a envie de la voir heureuse avec quelqu'un. Tout commence dans le lycée d'Eva. Pendant l'année, des profs mènent une initiative qui s'appelle Lycéens au cinéma. Et ça consiste à voir 3 films dans l'année. Un film par trimestre. Les profs doivent choisir 2 films. Et à chaque fois que les classes ont vu les films choisis, un intervenant vient en classe pour parler du film et l'analyser. Donc on commence avec le premier trimestre. Le professeur principal a choisi le premier film à aller voir. Ça a été fait et donc un intervenant doit venir pour débriefer de tout ça. L'intervention est faite par un homme et elle se passe très bien. Eva, elle la trouve même très intéressante l'intervention et elle se dit que cet homme pourrait correspondre à sa mère. Pendant la pause, l'homme s'en va et Eva va voir son professeur, qui est bien évidemment un ami et collègue à sa mère. Elle vient le voir en rigolant et en disant que cet homme pourrait plaire à sa mère. La journée se passe et le soir même, Eva en parle à sa mère. Plus tard dans la même semaine, la mère d'Eva doit avoir l'intervention de cet homme pour sa classe. Et elle dit à Eva qu'elle verra s'ils ont vu juste. Après l'intervention de cet homme, la mère d'Eva va effectivement confirmer qu'il pourrait lui plaire. Mais qu'au final, elle n'a pas cherché à creuser plus et l'intervenant est parti. Les mois passent, le deuxième trimestre arrive et avec lui, le premier incident. La mère d'Eva profite que l'intervenant soit de retour pour l'accompagner dans les classes et elle en profite même pour discuter avec lui. Eva, elle nous dit qu'à ce moment de l'histoire, on est mardi soir et que normalement le mercredi elle a philo. Mais son prof ne sera pas là, du coup elle aura pas cours de la journée et elle est plutôt contente. Dans la journée de mardi, elle reçoit un message de sa mère qui lui dit qu'elle s'est permise d'inviter l'intervenant à manger avec elle ce soir. Alors là, Eva, elle est trop contente pour sa mère qui a enfin pris son courage à 2 mains. Eva, en lisant ce message, elle se dit qu'elle va faire une petite stratégie. Elle va essayer de les laisser tout seuls les 3/4 du temps. Bref, Eva rentre et elle félicite sa mère qui lui raconte que cet homme s'appelle Sylvain et qu'en fait il habite assez loin de leur lycée et que quand il vient pour faire des interventions il doit dormir dans un camping-car. Sa mère lui a alors proposé de venir manger une raclette avec elle et que comme ça il pourra dormir dans un bon lit vu que là c'est l'hiver et qu'il fait très froid. Et puis bon, tant qu'à faire, c'est une opportunité comme une autre. Quelques heures après, Sylvain arrive. Rien à signaler. Eva monte dans sa chambre pour les laisser tranquilles et de temps en temps elle descend pour manger un petit truc. Il y a un petit truc qui va choquer Eva quand elle va descendre. D'habitude elle est normale quand sa mère invite des amis à elle, mais là elle a une sensation bizarre. Du coup elle essaye d'ignorer ce sentiment et elle entame la conversation. Emma remarque qu'il est pas super bavard et surtout il arrête pas de la fixer. Franchement ça la met mal à l'aise et elle décide de remonter dans sa chambre. Puis vient enfin le moment de dîner. Eva descend pour le repas et pendant tout le repas Eva essaye d'être la fille que toute mère rêverait d'avoir. Elle arrête pas de vendre les mérites de sa mère. Elle la met souvent en avant, elle la complimente et elle veut une seule chose, c'est que sa mère pécho le gars. Sauf qu'à un moment du repas, Eva elle s'en rend bien compte. Le gars n'est pas forcément intéressé par la mère, ce qui fait que son sentiment bizarre s'amplifie. La soirée passe, Eva retourne dans sa chambre et elle les entend monter vers minuit. Eva se prépare alors à se coucher. Et il y a 2 petits détails que Eva veut nous dire pour la suite. Le premier, c'est que Eva elle a 2 téléphones, un classique et un qui lui sert juste pour écouter de la musique. Et elle met tout le temps le téléphone spécial pour la musique juste à côté de l'entrée. Et le deuxième, il est juste à côté de son lit.
lit. Le deuxième détail, c'est que sa chambre est à côté de celle de Sylvain et celle de sa mère. Donc Sylvain, s'il veut aller dans sa chambre ou sortir de sa chambre, il doit passer devant la chambre de la mère et celle d'Eva. Et elle nous dit même que les murs de sa chambre sont assez fins, du coup elle entend tout. Donc à ce moment-là, Eva a entendu Sylvain s'installer dans sa chambre et qu'il était parti dormir. Quelques dizaines de minutes après, elle entend qu'il est en train de ronfler. Mais elle a toujours ce mauvais feeling. Elle se dit bon, ça doit être sûrement une mauvaise journée, il faut que je laisse couler. Eva s'endort et pendant la nuit, elle entend un bruit sourd et fort qui la réveille en sursaut. Elle s'assoit sur son lit et à l'entrée de sa chambre, elle voit une lumière. Il y a aussi une ombre. Et puis d'un coup, plus rien. À ce moment-là, elle vient juste de se réveiller, du coup elle est vraiment dans les vapes. Elle se dit qu'elle a peut-être rêvé, mais son corps lui donne des signes. Elle est tendue de partout et elle se met à trembler. Elle a envie de hurler, mais elle est tétanisée. Eva allume alors sa lampe et elle a envie d'aller voir sa mère. Mais il y a quelque chose qui la bloque. Elle n'entend pas sa mère dans sa chambre. Et elle a une peur, c'est que quelqu'un soit dans le couloir en train de l'attendre. Alors elle reste assise sur son lit. Elle fixe la porte d'entrée en se disant qu'elle a peut-être fait un rêve et que c'est sûrement rien au final. Elle rationalise et elle se dit qu'elle a peut-être vu son autre téléphone briller dans le noir. Mais il y a une chose qui la chagrine. Elle peut voir qu'il est plus du tout là où il devrait être. Il est par terre sur le sol proche d'elle. Et surtout, il y a un bruit sourd qui l'a réveillée. Après avoir cogité un petit peu, elle a fini par s'endormir tellement elle était crevée. Au réveil, Eva va directement trouver sa mère et lui explique tout ce qui s'est passé hier. Et surtout son pressentiment qui ne la lâche pas d'un pouce. Et aussi, elle veut lui dire une chose. Elle veut pas accuser à tort Sylvain, mais elle pense qu'il est rentré dans sa chambre hier soir. Sa mère la croit immédiatement. Et elle semble même plus persuadée qu'Eva que c'est bien Sylvain qui est rentré dans sa chambre. La mère d'Eva monte même en pression. Eva va alors essayer de la calmer, mais sa mère envoie directement un message à Sylvain, comme quoi c'est dégueulasse ce qu'il essaye de faire et Sylvain a bien entendu nié les faits. La mère d'Eva, elle culpabilise un max d'avoir fait rentrer un homme comme ça dans sa maison, alors qu'au final il voulait s'approcher d'Eva pour faire des choses bizarres, et que s'il n'y avait pas eu ce bruit sourd, il serait peut-être parvenu à ses fins. Eva demande alors à sa mère pourquoi elle est si sûre que c'est Sylvain qui est rentré dans sa chambre. Finalement, sa mère lui explique qu'effectivement, elle aussi elle avait ce feeling toute la soirée et que Sylvain était venu dans la nuit pour lui proposer de coucher avec lui. Ne sachant pas ce qui s'était passé avec Eva, elle a accepté. Apparemment, le matin même quand elles se sont réveillées, Sylvain n'était déjà plus là et c'est pourquoi la mère d'Eva n'a pas bien compris. Mais maintenant, elle sait que Sylvain a sûrement eu peur que Eva raconte tout ce qui s'était passé et il voulait se sauver avant la confrontation. Et comme cette histoire s'est passée dans un cadre privé, la mère et la fille ont décidé de pas ébruiter l'histoire. Elles ont même fait au mieux pour essayer de l'oublier. Mais le troisième trimestre arrive, ainsi que l'intervention de cet homme. Et à cette époque, la mère d'Eva en a parlé à deux de ses collègues, dont le professeur principal d'Eva. Et Eva, de son côté, elle en a parlé à deux de ses meilleurs amis. Du coup, le professeur principal d'Eva a demandé à ce que cet homme ne fasse pas d'intervention dans sa classe. Et pareil pour la mère d'Eva. Eva, elle pense que cette histoire va être mise de côté. Mais à la pause de l'après-midi, une de ses amies vient en courant vers elle affolée. Et elle lui dit qu'elle a vu Sylvain discuter avec une fille à la fin du cours. Il a demandé à cette fille d'aller boire un verre avec lui, de lui faire visiter la ville. Sylvain sait qu'elle est mineure, mais ça le dérange pas. Sylvain, il sait qu'elle est mineure, mais apparemment ça le dérange pas. Là, Eva, elle se dit qu'elle va aller voir le professeur qui est au courant de cette histoire pour lui raconter ce que Sylvain est en train de faire. Il lui a alors dit « Va en cours, t'inquiète pas, je m'en occupe ». À l'intercours, la prof d'Eva l'a pris à part et lui a dit « T'inquiète pas, je suis au courant de ce qui arrive ». Mais elle lui a alors dit qu'ils peuvent pas virer ce mec avec un seul témoignage, celle de l'autre fille. Et que ce serait bien d'avoir un deuxième témoignage, même de façon anonyme. Quelques heures plus tard, Eva et sa mère ont décidé de témoigner pour que Sylvain ne puisse plus exercer et qu'aucune fille ne soit en danger. Le lycée d'Eva l'a viré et a fait un rapport. Eva pense qu'il a aussi perdu son boulot au passage et Eva de son côté, elle pense qu'elle a eu beaucoup de chance et que ça aurait pu être bien plus grave. Et elle se demande encore ce qui se serait passé si jamais son téléphone n'était pas tombé par terre. Le plus dingue, c'est qu'avec sa mère, elles ont eu ce même feeling et que si elles en avaient parlé, elles auraient pu éviter cette situation. Voilà. C'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Elle est énervante cette histoire. Ah, j'aime pas, ça me tend quand j'entends que le mec il est adulte et qu'il veut pécho des mineurs, ça j'aime pas du tout. Clairement elle est malsaine l'histoire. Et effectivement, Eva a eu énormément de chance d'avoir un second téléphone qui est tombé par terre. Parce que clairement j'ai une petite idée de ce qu'il voulait faire avec Eva. Et c'est pas joli. Donc je suis très content que ce téléphone soit tombé par terre. Comme ça, il a pas pu abuser d'elle. Et maintenant toute l'affaire a été propagée et j'espère qu'il a bien perdu son boulot. Et plus
plus encore. À moins qu'il se soit calmé envers les mineurs et tout, mais j'y crois pas. Et bah voilà, cette compilation de threads est maintenant finie. Ça fait fort quand même. N'hésite pas à me dire le thread que t'as préféré dans toute cette petite compilation. En tout cas, je te remercie grandement d'avoir regardé toute cette compilation, ça me fait extrêmement plaisir. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux me soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. Si t'étais pas abonné, j'espère que cette vidéo t'a convaincu pour le faire. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.